La clé tournait sans account des milliers de fois auparavant. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, tout ce que Sophia pensait savoir de sa vie allait voler en éclats. Elle poussa la porte d'entrée de leur maison de banlieue, le cœur battant à l'idée de la surprise qu'elle avait préparée. Les billets pour le voyage en Italie étaient soigneusement rangés dans son sac à main, ainsi que les réservations d'hôtels pour Rome et Venise. 10 ans de mariage méritaient quelque chose de spécial. La maison semblait différente. Trop calme, trop immobile. Elle a appelé James, Chérie, je suis rentré tôt, mais je n'ai pas eu de réponse. Sa voiture était dans l'allée, il devait être quelque part à l'intérieur. Peut-être qu'il prenait une douche. Peut-être était-il dans son bureau, travaillant sur un autre projet en retard. Elle retira ses talons et marcha à pas feutrés sur le parquet, en bas, toujours souriante à l'idée de sa surprise. Le bruit la frappa en premier. Un léger rire. Féminin. Certainement pas la télévision. Sophia se figea au pied de l'escalier, la main agrippée à la rampe. Le rire revint, suivi d'un rire plus profond qu'elle reconnut immédiatement. James! Oh James! Mais il était censé être au travail. Il était censé être en réunion tout l'après-midi. C'est ce qu'il lui avait dit quand elle l'avait appelé pour savoir s'il serait à la maison pour le dîner. Ses pieds montaient les escaliers sans que son cerveau ne le lui demande. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher dans une épaisse couche de miel. Les sons sont devenus plus clairs. Les voix, le mouvement, le craquement de leur lit. Leur lit. Le lit où ils avaient fait l'amour lors de leur nuit de noces. Le lit où elle avait pleuré lorsqu'ils avaient perdu leur première grossesse. Le lit où ils avaient parlé de vieillir ensemble. La porte de la chambre était entr'ouverte. Juste assez pour tout voir. Juste assez pour voir James, son mari depuis 10 ans, enlacé par une femme aux cheveux blonds et aux ongles rouges. Une femme qu'elle reconnaissait. Catherine, de son bureau. Sa secrétaire. La femme qui répondait toujours quand Sophia appelait James au travail. La femme qui lui envoyait des SMS à toute heure pour des questions professionnelles urgentes. La femme qui avait assisté à 3 fêtes de Noël d'entreprise et qui complimentait toujours Sophia sur sa robe en la regardant droit dans les yeux. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas sa présence. James murmurait quelque chose qui fit rire Catherine. Le même rire que Sophia avait entendu en bas. La main de Catherine caressait les cheveux de James, comme Sophia l'avait fait le matin même, avant qu'il ne parte travailler. Avant qu'il ne l'embrasse et lui dise au revoir qu'il l'aimait. Avant qu'il ne lui promette de fêter dignement leur anniversaire ce week-end. Sophia s'éloigna lentement de la porte, la main sur la bouche pour empêcher tout bruit de s'échapper. Les billets pour l'Italie pesaient lourd dans son sac. Toutes ces heures passées à planifier. Tous ces appels aux agences de voyage. Tout cet argent économisé en secret grâce à son salaire d'enseignante. Tous ces rêves de se promener main dans les rues de la Rome antique, de partager une glace à Venise, de renouveler leurs vœux de mariage au coucher du soleil. Elle descendit l'escalier sans respirer. Ses clés étaient toujours à la main, son sac à main sur l'épaule. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma aussi silencieusement qu'auparavant. Elle resta assise dans sa voiture dans l'allée pendant 10 minutes, à contempler la maison qui ne lui ressemblait plus. La maison où son mari trahissait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsqu'elle s'éloigna enfin, Sophia ne pleura pas. Elle ne pouvait pas pleurer. La douleur était trop profonde pour les larmes, elle était comme une pierre froide dans sa poitrine. Elle se rendit au parc où James l'avait demandé en mariage, se gara sous le même chêne et chercha une solution. Les billets pour l'Italie étaient encore dans son sac. Leur anniversaire était dans 3 jours. Elle était censée lui faire la surprise ce soir-là avec ce voyage. Au lieu de cela, il l'avait surprise avec quelque chose qui allait tout changer. Le soleil se couchait quand elle rentra enfin chez elle. La voiture de James avait disparu. Un mot sur le comptoir de la cuisine indiquait qu'il devait retourner au bureau en urgence. « Désolé, ma chérie, je commande une pizza. Je t'aime. Je t'aime. » Les mots semblaient étranges sur le papier maintenant. Étrangers. Comme une langue qu'elle parlait autrefois, mais qu'elle avait oubliée. Sophia s'assit à la table de la cuisine, les billets pour l'Italie étalés devant elle, et commença à planifier. Mais pas le genre de plan qu'elle avait élaboré auparavant. C'était un plan complètement différent. Un plan qui lui donnerait exactement ce qu'elle méritait après 10 ans passés à être l'épouse parfaite d'un homme qui, de toute évidence, ne la méritait pas. Elle n'allait pas l'affronter ce soir. Elle n'allait pas crier, ni jeter des objets, ni le supplier de s'expliquer.
Elle allait agir intelligemment. Elle allait être prudente. Et elle allait s'assurer qu'une fois tout cela terminé, elle serait celle qui tiendrait la tête haute tandis que son monde s'écroulerait autour de lui. La première étape était simple, elle allait quand même en Italie. Mais elle y allait seule. Sofia s'est déclarée malade le lendemain matin. Elle n'avait jamais utilisé de faux congés maladie en 8 ans d'enseignement, mais aujourd'hui semblait être le bon moment pour commencer. Sa directrice, Madame Rodriguez, n'a pas remis cela en question. Sofia était l'enseignante la plus fiable de l'école. Elle a dit qu'elle était malade, qu'elle était malade. James partit travailler à l'heure habituelle, l'embrassa sur le front et lui demanda si elle avait besoin de quelque chose au magasin. Il avait exactement le même air que d'habitude. Même sourire, même eau de Cologne, même douceur. C'était terrifiant de voir à quel point il semblait normal. Comme il lui était facile de mentir. Combien de fois l'avait-il embrassé pour lui dire au revoir, et s'en était-il allé directement vers une autre femme? Après la disparition de sa voiture au bout de la rue, Sofia s'est préparé un café et s'est assise devant son ordinateur. Elle avait du travail. Du vrai travail. Le genre de méthode qui protégerait son avenir. Elle a d'abord changé le mot de passe de son compte bancaire personnel. Puis elle a pris des captures d'écran de tous leurs comptes joints. Chaque dépôt, chaque retrait, chaque solde. Elle voulait voir exactement ce qu'ils avaient ensemble avant de trouver comment le partager. Ce qu'elle a découvert lui a retourné l'estomac. Au cours des 6 derniers mois, James avait retiré d'importantes sommes d'argent de son compte épargne. Des sommes dont elle ne se souvenait pas avoir parlé. 700 $ par-ci, 500 $ par-là, parfois plus de 1000 $ d'un coup. En faisant le compte, il avait pris près de 15 000 $ sans le lui dire. 15 000 $. Plus que suffisant pour des dîners coûteux, des chambres d'hôtel et des bijoux. Plus qu'assez pour financer une liaison. Plus qu'assez pour mentir à sa femme en face tout en dépensant l'argent de leur anniversaire pour une autre femme. Sofia a tout imprimé. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, même leur relevé téléphonique. Elle voulait la preuve de chaque mensonge, de chaque dollar volé, de chaque SMS secret. Elle était enseignante. Elle savait faire des recherches. Elle savait organiser l'information. Et elle allait utiliser ses compétences d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son téléphone vibra, un SMS de James lui parvint. « Tu te sens mieux? N'oublie pas qu'on dîne avec ta sœur demain soir. » Ta sœur. Pas notre sœur. Comme si sa famille n'était qu'une obligation de plus dans son agenda. Un mensonge de plus à gérer dans sa vraie vie avec Catherine. Elle a répondu, toujours malade. Il faudra peut-être annuler. Ok, ma puce. Repose-toi. Je t'aime. C'était encore ça. Je t'aime. Ces mots qui faisaient battre son cœur à tout rompre la mettent désormais en colère. Comment osait-il lui dire ça? Comment osait-il utiliser ces mots alors qu'il les disait aussi à quelqu'un d'autre? Sofia se prépara une autre tasse de café et continua à travailler. Elle a fait des recherches en ligne sur les avocats spécialisés en divorce, en lisant les avis et en prenant des notes. Il lui fallait quelqu'un de compétent, spécialisé dans les affaires de tromperie et de problèmes financiers. Quelqu'un qui pourrait l'aider à obtenir ce qu'elle méritait. Elle a trouvé 3 avocats prometteurs et a conservé leurs coordonnées. Mais elle ne les a appelés qu'après l'Italie. Elle ne voulait rien faire qui puisse éveiller les soupçons de James avant d'être prête. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, planifier, déterminer précisément comment elle voulait que cela se passe. Les billets pour l'Italie étaient toujours sur la table de la cuisine, là où elle les avait laissés la veille. Rome pour 4 jours, Venise pour 3. Des vols en première classe, des hôtels 5 étoiles, une balade en gondole qu'elle avait réservée spécialement pour leur dîner d'anniversaire. Tout cela payé avec l'argent qu'elle avait économisé sur son salaire d'enseignante, le gardant secret pour que ce soit une vraie surprise. Ce serait quand même une surprise. Mais pas celle à laquelle James s'attendait. Sofia prit son téléphone et appela l'agence de voyage. « Bonjour, c'est Sofia Williams. J'ai une réservation pour l'Italie la semaine prochaine. Oui, c'est exact. Je dois passer de 2 à une seule personne. Pas une seule. Il y a eu un changement de programme. » L'agent était serviable et aimable. Elle n'a pas demandé pourquoi un voyage romantique pour un anniversaire de mariage était soudainement devenu un voyage en solo. Elle a simplement effectué les changements et confirmé les nouvelles dispositions. Même vol, mêmes hôtels, même magnifique itinéraire. Mais maintenant, Sofia allait vivre une aventure seule. Après avoir raccroché, Sofia a ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pour la première fois depuis hier,
elle avait l'impression de pouvoir respirer normalement. Elle prenait le contrôle. Elle prenait des décisions qui étaient bonnes pour elle, pas pour James, ni pour leur mariage, ni pour préserver la paix. Elle se choisissait. Le reste de la journée, elle fit des recherches sur l'Italie. Non pas sur les endroits romantiques qu'elle avait prévu de visiter avec James, mais sur les endroits qu'elle voulait voir par elle-même. Musées d'art, sites historiques, cours de cuisine, visites guidées. Elle allait vivre le voyage de sa vie, et elle allait le faire sans penser à l'homme qui l'avait trahi. Quand James rentra ce soir-là, elle préparait le dîner comme si de rien n'était. Il la serra dans ses bras pendant qu'elle remuait la sauce, l'embrassant dans le cou et lui demandant comment s'était passée sa journée. Elle sourit et lui dit qu'elle se sentait mieux. Elle s'enquit de son travail, acquiesça à ses anecdotes et rit à ses blagues. Elle était une meilleure actrice qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Après le dîner, ils regardèrent la télévision ensemble sur le canapé. James s'endormit pendant le film, la tête sur son épaule. Sophia le fixa du regard et essaya de se souvenir du moment où elle avait cessé de lui suffire. Du moment où il avait décidé que leur mariage ne valait pas la peine d'être protégé. Du moment où il avait choisi de risquer tout ce qu'ils avaient construit pour quelqu'un d'autre. Mais ces questions n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la suite. Et Sophia était enfin prête à faire le premier pas vers sa nouvelle vie. Le lendemain matin, Sophia se rendit à la bibliothèque municipale, 3 villes plus loin. Elle ne voulait pas risquer de croiser des connaissances et elle ne voulait surtout pas utiliser son ordinateur personnel pour ce qu'elle comptait faire. La bibliothécaire lui remit un badge visiteur et lui indiqua un ordinateur situé dans un coin au fond, à l'écart de la circulation. Sophia n'avait jamais engagé de détective privé auparavant, mais elle avait regardé suffisamment de séries policières pour savoir qu'ils existaient. Elle en trouva plusieurs en ville, à environ 1 heure de leur banlieue. Elle appela la première, une femme nommée Lisa Park, spécialisée dans les enquêtes matrimoniales. « J'ai besoin de tout savoir », lui dit Sophia au téléphone, à voix basse, même si personne n'était assis à proximité. « Depuis combien de temps ça dure, où ils se rencontrent, à quoi il dépense son argent. J'ai besoin de preuves qui tiennent la route au tribunal. » L'inspectrice Park était professionnelle et directe. Elle avait traité des centaines de cas similaires. Elle savait exactement quel type de preuves serait utile pour un divorce. Elle pourrait commencer immédiatement et aurait les résultats préliminaires d'ici 1 semaine. « Une dernière chose, » a dit Sophia. « Je pars en voyage pendant 1 semaine à partir de lundi. Je veux qu'il soit suivi pendant mon absence. J'ai le sentiment que son comportement pourrait changer s'il se rend compte que je ne suis pas là. » Après avoir raccroché avec l'inspecteur, Sophia a fait des recherches sur le droit du divorce dans leur État. Elle a appris ce qu'était la communauté des biens, la pension alimentaire, ce qui se passait en cas d'adultère d'un conjoint. Elle prenait des notes comme si elle se préparait à un examen final. D'une certaine manière, c'était le cas. Ce fut l'épreuve la plus importante de sa vie. Elle fit également des recherches sur l'entreprise de James. Il travaillait pour un cabinet comptable de taille moyenne qui gérait plusieurs clients importants. Il y travaillait depuis 12 ans, gravissant les échelons, de comptable junior à associé principal. Il gagnait bien sa vie, bénéficiait de primes de participation aux bénéfices et d'une retraite conséquente. Tout cela ferait partie de leur patrimoine commun en cas de divorce. Mais en fouillant dans les informations publiques de l'entreprise, un autre élément a retenu son attention. L'entreprise avait des règles strictes concernant les relations entre les employés, en particulier entre les superviseurs et leurs subordonnés. James était le supérieur direct de Catherine. Leur relation n'était pas seulement un adultère, c'était aussi une violation du règlement de l'entreprise qui risquait de lui coûter son emploi. Sophia imprimait le manuel de l'employé et surlignait les sections pertinentes. Elle construisait son dossier pièce par pièce, comme si elle résolvait un puzzle complexe. Chaque nouvelle information lui donnait plus de pouvoir, plus d'options, plus de moyens de s'assurer que James assumerait les conséquences de ses actes. Lorsqu'elle rentra chez elle, Sophia avait les numéros de téléphone de 3 avocats, un détective privé à ses côtés et une compréhension claire de ses droits. Elle ressentait aussi un autre avantage, un enthousiasme croissant pour son avenir. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de contrôler la situation. James était déjà à la maison quand elle arriva, debout dans la cuisine avec un bouquet de roses et une bouteille de vin. « Surprise !» dit-il avec un sourire d'adolescent. « J'ai pensé qu'on pourrait dîner en amoureux ce soir, rien que tous les deux. J'ai trop travaillé ces derniers temps, et je veux me concentrer sur ma belle épouse. » Sophia contemplait les roses.
Des roses rouges. Les mêmes qu'il lui avait offertes à leur premier rendez-vous, à leur premier anniversaire, et à chaque Saint-Valentin depuis. Offrait-il aussi des roses rouges à Catherine? Reprenait-il ses gestes romantiques entre sa femme et sa maîtresse? Elles sont magnifiques, dit-elle en prenant les fleurs et en l'embrassant sur la joue. Que ai-je fait pour mériter ça? Tu n'as rien à faire, dit James en ouvrant le verre. Tu es incroyable rien qu'en étant toi-même. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. L'homme le plus chanceux du monde. Qui trompait sa femme avec sa secrétaire. Qui volait de l'argent sur leur compte joint pour financer sa liaison. Qui violait le règlement de l'entreprise et risquait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Sophia disposa les roses dans un vase et sourit à son mari. Tu es adorable, dit-elle. Je t'aime aussi. Le mensonge lui est venu si facilement maintenant. Presque aussi facilement que ses mensonges lui sont venus. Ils dînèrent aux chandelles, racontant des anecdotes et riant ensemble. James était charmant et attentionné, s'enquérant de ses élèves, se souvenant de détails de sa journée et complimentant sa cuisine. Il était le mari parfait. L'homme dont elle était tombée amoureuse 10 ans plus tôt. C'était une performance. Pour tous les deux. Après le dîner, James proposa qu'ils prennent un bain ensemble. Ils allumèrent des bougies, se servirent du vin et s'installèrent dans l'eau chaude. Il lui lava les cheveux délicatement, lui massant le cuir chevelu comme il le faisait autrefois. Jeune marié. Il lui dit combien il l'aimait, combien il était reconnaissant de leur vie commune, qu'il ne pouvait imaginer être avec quelqu'un d'autre. Sophia ferma les yeux et le laissa la chouchouter. Elle se souviendrait de cette nuit, mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Elle s'en souviendrait comme de la nuit où elle avait réalisé avec quelle facilité il pouvait lui mentir en face. Avec quelle aisance il pouvait jouer les maris aimants tout en la trahissant avec une autre femme. Elle s'en souviendrait comme de la nuit où elle avait cessé de se sentir coupable de ce qu'elle prévoyait de lui faire. Plus tard, tandis que James dormait à ses côtés, Sophia fixait le plafond et pensait à l'Italie. Dans 3 jours, elle prendrait l'avion pour Rome. James pensait qu'elle allait le surprendre avec ce voyage. Au lieu de cela, elle allait le surprendre en disparaissant pendant une semaine, le temps qu'un détective privé documente chaque instant de sa liaison. Elle allait vivre le voyage de sa vie, tandis qu'il anéantirait les preuves de sa propre trahison. Et à son retour, elle allait le détruire. Les mains de Sophia tremblaient légèrement tandis qu'elle s'enregistrait pour son vol pour Rome. James pensait qu'elle passait la semaine chez sa sœur à Portland, pour l'aider à gérer une crise familiale. Un autre mensonge, mais celui-là, c'était le sien. Il l'avait embrassée ce matin-là et lui avait dit qu'elle lui manquerait terriblement. Il avait promis de l'appeler tous les soirs et avait dit qu'il compterait les jours jusqu'à son retour. Elle se demandait si Catherine resterait chez eux pendant son absence. Le siège en première classe lui semblait immense sans James à ses côtés. Elle avait prévu de lui tenir la main pendant le décollage, de partager une bouteille de champagne à 9000 mètres d'altitude, de le regarder découvrir l'Europe par le hublot. Au lieu de cela, elle resta assise seule avec un livre et un verre de vin, essayant de ne pas penser à ce qu'il faisait en ce moment. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS, tandis que l'avion quittait la porte d'embarquement. « James, tu me manques déjà. Bon vol pour Portland. Je t'aime tellement. » Encore un mensonge. Il ne savait même pas qu'elle allait en Italie. Il pensait qu'elle volait dans la direction opposée pour aider sa sœur à traverser une crise qui n'existait pas. Sophia éteignit son téléphone et se rassit dans son siège. Pendant les 8 heures qui suivirent, James ne put la joindre, ni lui mentir, ni prétendre être ce qu'il n'était pas. Pendant les 8 heures qui suivirent, elle fut libre. Rome était bouleversante et magnifique, exactement ce dont elle avait besoin. La suite de l'hôtel était conçue pour 2 persos. Nice. Un lit balcon romantique avec vue sur la ville, du champagne au frais dans un seau à glace. Mais Sophia ne s'apitoyait pas sur son sort. Elle se sentait puissante. Elle s'était offert ce cadeau. Elle avait choisi de venir seule plutôt que d'annuler le voyage ou de le gâcher avec un homme qui ne le méritait pas. Elle commanda le service en chambre et dîna sur le balcon, admirant le coucher de soleil sur la cité antique. Son téléphone contenait 16 messages de James, mais elle ne les lut pas. Quoi qu'il dise, quelles que soient les paroles douces qu'il écrivait, ce n'était que des mensonges. Elle en avait assez d'écouter des mensonges. Le lendemain matin, Sophia participa à une visite guidée du Colisée et du Forum romain. Elle rencontra un couple de retraités australiens, un groupe d'étudiants allemands et une femme de son âge, originaire de San Francisco, qui voyageaient également seuls. Divorcés,
a simplement expliqué la femme lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était célibataire. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Maintenant, je peux voir le monde à ma façon. Sophia n'évoqua pas sa propre situation, mais elle se sentait proche de cet inconnu qui avait choisi sa propre personne plutôt qu'un mariage qui ne fonctionnait pas. Peut-être était-ce ce qu'elle faisait aussi. Peut-être que ce voyage n'avait pas pour but de se venger, de planifier ou de rassembler des preuves. Peut-être s'agissait-il de se souvenir de qui elle était lorsqu'elle n'était plus l'épouse de James. Les jours suivants, Sophia explora Rome comme jamais auparavant. Elle visita le Vatican, jeta des pièces dans la fontaine de Trévi, mangea une glace au petit-déjeuner et suivit un cours de cuisine où elle apprit à faire des pâtes fraîches avec une grand-mère italienne qui ne parlait pas anglais, mais communiquait parfaitement par le sourire et les gestes. Elle recevait également des rapports quotidiens de l'inspecteur Park. James recevait effectivement Catherine chez eux tous les soirs. Ils sortaient dans des restaurants chics avec leurs cartes de crédit communes. Ils allèrent faire du shopping ensemble, achetant des bijoux et des vêtements qui figuraient sur leur relevé bancaire. Ils se comportaient comme un couple, comme s'ils vivaient ensemble, comme si Sophia n'existait pas. Chaque rapport la mettait en colère, mais la rendait aussi plus déterminée. Elle montait un dossier que James ne pourrait ni nier ni justifier. Elle rassemblait des preuves qui la protégeraient lors du divorce et garantiraient qu'il subirait les conséquences réelles de sa trahison. Le 4e jour de son séjour à Rome, Sophia reçut un appel d'un des avocats spécialisés en divorce qu'elle avait consulté. L'inspecteur Park l'avait recommandée et elle était disposée à la rencontrer à son retour de voyage. « D'après ce que m'a dit l'inspecteur, votre dossier est très solide », a déclaré l'avocat. Adultère, fraude financière, violation du règlement de l'entreprise. Votre mari vous a donné de multiples motifs de divorce et un poids considérable dans les négociations. Après l'appel, Sophia, assise dans un café près du Panthéon, a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Un véritable espoir d'un avenir qu'elle se créerait. Un avenir où elle n'aurait plus à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Un avenir où elle pourrait faire confiance à la personne avec qui elle était. Un avenir où elle serait valorisée, respectée et aimée comme elle le méritait. De Rome, elle prit le train pour Venise, observant la campagne italienne se perdre derrière sa fenêtre. James avait appelé 17 fois ces 4 derniers jours, mais elle n'avait pas répondu une seule fois. Sa messagerie vocale était remplie de messages qui, au départ, exprimaient de l'inquiétude, puis de la frustration. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne répondait pas à ses appels. Il commençait à paraître méfiant. Bien, laissez-le s'interroger. Laissez-le s'inquiéter. Laissez-le goûter un peu à ce que l'on ressent lorsqu'on ignore ce que fait réellement quelqu'un qu'on aime. Venise était encore plus magique que Rome. Sophia faisait des promenades en gondole, visitait des musées d'art et s'asseyait sur les places pour boire du vin et observer les passants. Elle se sentait sophistiquée, indépendante et belle. Les hommes lui souriaient dans la rue, les restaurateurs lui offraient les meilleures tables, le personnel de l'hôtel la traitait comme si elle était spéciale. Elle était spéciale. Elle l'avait simplement oublié, occupée à être l'épouse parfaite d'un mari imparfait. Lors de sa dernière nuit à Venise, Sophia dîna dans un restaurant surplombant le Grand Canal. Elle commanda le vin le plus cher de la carte et porta un toast à sa mémoire pour avoir eu le courage d'entreprendre ce voyage seule. Demain, elle prendrait l'avion pour rentrer chez elle et entamer la phase suivante de son projet. Mais ce soir, elle n'était qu'une femme en Italie, libre, forte et prête à affronter la suite. Son téléphone vibra, un autre SMS de James. « Sophia, je commence à m'inquiéter. Pourquoi ne me rappelles-tu pas? Fais-moi juste savoir que tu vas bien. » Elle lui répondit, s'amusant beaucoup. « À demain soir. » C'était la première chose vraie qu'elle lui disait depuis une semaine. Sophia rentra chez elle avec le sentiment d'être une personne différente de celle qu'il avait quittée une semaine plus tôt. Elle était bronzée par le soleil italien, confiante après avoir navigué seule dans des villes étrangères, et armée d'une semaine de preuves qui allait détruire la vie de James aussi profondément que lui avait détruit leur mariage. James l'attendait à l'aéroport, les larmes aux yeux, avec des fleurs. Il la serra si fort dans ses bras qu'elle pouvait à peine respirer, lui disant combien il était inquiet, combien elle lui avait manqué, combien il regrettait ce qu'il avait fait pour qu'elle ignore ses appels. « J'étais juste occupé à aider ma sœur », mentit doucement Sophia, acceptant ses fleurs et l'embrassant sur la joue. « Tu sais ce que peuvent être les urgences familiales. » Sur le chemin du retour, James parla nerveusement de sa semaine. «
Comme la maison avait été calme sans elle. Comme il avait travaillé tard tous les soirs parce qu'elle lui manquait trop pour rester seul à la maison. Comment il avait commandé des plats à emporter et les avait dévorés devant la télévision, tel un célibataire triste. Sophia hocha la tête et émit des sons compatissants, tout en comparant mentalement ses histoires au rapport de l'inspecteur. Alors qu'il prétendait travailler tard et manger seul, il amenait en réalité Catherine chez eux tous les soirs. Ils avaient préparé le dîner ensemble dans la cuisine de Sophia, dormi dans son lit et se comportaient comme s'ils étaient mariés. « Je ne veux plus jamais être séparé de toi aussi longtemps, » dit James en arrivant dans l'allée. « Cette semaine m'a fait réaliser à quel point j'ai besoin de toi. Comme je t'aime. Comme ma vie serait vide sans toi. » Vide? C'est exactement ainsi que sa vie allait évoluer. Le lendemain matin, alors que James était au travail, Sophia rencontra l'avocate spécialisée en divorce recommandée par l'inspecteur Park. Suzanne Chin était perspicace, expérimentée et avait traité des dizaines d'affaires d'adultère et de fraude financière. Elle a examiné tous les éléments de preuve de Sophia avec un intérêt professionnel. C'est très minutieux, a déclaré Suzanne en feuilletant des photos de James et Catherine ensemble, des relevés bancaires attestant de retraits non autorisés et des exemplaires du manuel de l'employé de l'entreprise. Votre mari a été assez imprudent. La plupart des conjoints infidèles sont plus prudents. Il n'aurait jamais cru se faire prendre, dit Sophia. Il me trouvait trop confiante, trop naïve, trop reconnaissante de l'avoir pour remettre en question ses agissements. Eh bien, son arrogance va lui coûter cher. Nous pouvons demander le divorce pour adultère, réclamer une indemnisation pour l'argent qu'il a volé sur vos comptes joints, et je pense que son employeur sera très intéressé par sa relation avec son employé subalterne. Suzanne a expliqué la procédure de divorce, le calendrier et ce à quoi Sophia pouvait s'attendre en termes de règlement. Comme il vivait dans un état sans faute, l'adultère n'aurait pas d'incidence sur le partage des biens, mais il aurait certainement un impact sur la pension alimentaire et il donnerait à Sophia un pouvoir de négociation important. La fraude financière est plus grave, a poursuivi Suzanne. Prendre de l'argent sur des comptes joints à votre insu ou sans votre consentement pour financer une liaison extraconjugale pourrait être considéré comme un vol. Nous pouvons porter plainte si vous souhaitez envisager cette option. Des poursuites pénales. Sophia n'avait jamais envisagé cette possibilité, mais elle était logique. James l'avait volé aussi sûrement que s'il avait pris de l'argent dans son portefeuille. Il avait utilisé leurs économies d'anniversaire pour payer des chambres d'hôtel avec une autre femme. Il avait utilisé leur carte de crédit pour acheter des bijoux à sa maîtresse. Il avait traité leur mariage comme son compte en banque personnelle. « Laisse-moi y réfléchir, » dit Sophia. « Pour l'instant, je veux juste mettre fin à ce mariage et m'assurer qu'il ne puisse plus me faire de mal financièrement. » Suzanne rédigea une demande préliminaire de divorce et expliqua les prochaines étapes. Les documents seraient remis à James à son bureau, ce qui lui garantirait un embarras maximal et des conséquences professionnelles. Les comptes joints seraient gelés pour empêcher tout nouveau retrait non autorisé, et ils exigeraient une divulgation financière complète, y compris la documentation de chaque centime dépensé pour sa liaison. Il y a encore une chose, a dit Suzanne à la fin de la réunion. Vous avez mentionné qu'il travaillait pour Hartwell et Associates. Je connais l'associé gérant. Si vous souhaitez poursuivre l'entreprise pour violation de la politique, je peux me renseigner sur leur procédure de traitement des manquements à l'éthique. Sophia pensait au bureau confortable de James, à sa voiture de fonction, à ses primes d'intéressement. Il avait travaillé chez Hartwell et Associates pendant 12 ans, bâtissant sa carrière et sa réputation. Il y était respecté, jouissait de la confiance de clients importants et était considéré comme un partenaire potentiel. Tout cela était sur le point de disparaître. Oui, répondit Sophia. Je veux explorer toutes les options. Cet après-midi-là, Sophia retourna à son poste d'enseignante, où ses collègues l'accueillirent avec sympathie et soutien après son urgence familiale. Elle s'est investie dans son travail, planifiant les cours et corrigeant les copies avec plus de concentration qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ses élèves ont remarqué le changement dans son énergie. Elle était plus engageante, plus patiente, plus présente en classe. Elle avait toujours été une bonne enseignante, mais maintenant elle se rappelait pourquoi elle aimait ça. L'enseignement avait été sa carrière avant de devenir la femme de James, et ce serait sa carrière bien après leur mariage. Ce soir-là, James proposa qu'ils aillent dîner au restaurant pour fêter leur retrouvaille après leur semaine de séparation. Il avait réservé une table dans leur restaurant préféré, celui-là même où il l'avait demandé en mariage 10 ans plus tôt. Il s'efforçait d'être romantique,
de la convaincre que tout était parfait entre eux. Si seulement il savait qu'elle prévoyait de lui remettre les papiers du divorce à son bureau le lendemain matin. « Je t'aime tellement », dit James en mangeant le dessert, en lui prenant la main par-dessus la table. « Cette semaine m'a fait réaliser que je dois être un meilleur mari. Je veux t'emmener en vraies vacances bientôt. Peut-être l'Italie? Je sais que tu as toujours rêvé d'y aller. » Sophia sourit et lui serra la main. « Ça a l'air merveilleux, » dit-elle. « J'adorerais aller en Italie avec toi. » L'ironie était délicieuse. Elle y était déjà allée. Elle avait parcouru Rome et Venise et était retombée amoureuse d'elle-même. Elle avait mangé des glaces et bu du vin, se souvenant de ce que cela faisait d'être valorisée, respectée et traitée comme quelqu'un d'important. Et demain, James allait apprendre que sa femme idéale avait planifié sa destruction pendant qu'il jouait à la maison avec sa secrétaire. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avant son réveil et prépara à James son petit déjeuner préféré. Des œufs brouillés au fromage, du bacon croustillant, du jus d'orange frais et du café, exactement comme il l'aimait. Elle voulait que ce soit le dernier matin où il se sentirait bien chez eux. « Tu es incroyable », dit James en l'embrassant sur le front alors qu'il se préparait pour le travail. « Je ne te mérite pas. » Enfin, ils pouvaient se mettre d'accord. À 9h30 précise, alors que James participait à sa réunion du personnel, un huissier de justice est entré chez Hartwell & Associates et a demandé à parler à James Williams. La réceptionniste l'a dirigé vers la salle de conférence, où James examinait les rapports trimestriels avec ses collègues et ses supérieurs. Sophia n'était pas là pour le voir lorsqu'on lui a remis les papiers du divorce, mais l'inspectrice Park s'était postée de l'autre côté de la rue avec une caméra. La photo montrait James sortant du bâtiment en titubant 20 minutes plus tard, le visage blême, les mains tremblantes, alors qu'il tentait d'appeler Sophia. Le téléphone de Sophia vibrait sans cesse pendant son premier cours d'anglais, mais elle avait coupé la sonnerie. Ses élèves discutaient de Roméo et Juliette, analysant les thèmes de l'amour et de la trahison, inconscients du coup de théâtre que leur enseignante vivait. À l'heure du déjeuner, Sophia avait 47 appels manqués de James. Elle écoutait les messages vocaux en mangeant un sandwich dans sa classe vide. Ils ont commencé confus, puis sont devenus désespérés. « Sophia, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il des papiers de divorce? Rappelle-moi, s'il te plaît. Chérie, c'est forcément une erreur. On peut régler ce qui ne va pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. On s'aime. S'il te plaît, parle-moi. Sophia, je t'en supplie. Ne gâche pas 10 ans de mariage sans même me donner une chance de t'expliquer. Expliquer quoi? Qu'il la trompait depuis des mois? Qu'il leur volait leur argent pour financer sa liaison? Qu'il invitait sa maîtresse chez eux pendant que Sophia a travaillé pour financer leur vie commune? Elle a supprimé tous les messages sans répondre. Cet après-midi-là, Suzanne Shine m'a appelé pour me donner des nouvelles. L'avocat de James m'a contacté il y a 1 heure. Apparemment, votre mari prétend que la demande de divorce est un malentendu. Il souhaite organiser une rencontre pour régler les choses à l'amiable. Que leur avez-vous dit? Je leur ai dit que nous serions heureux de trouver une solution à l'amiable, dès qu'il aura fait une déclaration financière complète et reconnu l'adultère et la fraude financière. Son avocat m'a raccroché au nez. Sophia rit. Elle a vraiment ri. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose la frappa de rire. James pensait pouvoir se sortir de cette situation avec charme, comme il le faisait avec tout le reste. Il pensait qu'elle lui pardonnerait et le reprendrait s'il disait les bons mots, faisait les bonnes promesses, versait les bonnes larmes. Il ne savait plus à qui il avait affaire. Après l'école, au lieu de rentrer chez elle pour affronter l'inévitable confrontation avec James, Sophia se rendit chez sa sœur Rachel. Rachel avait 3 ans de plus et avait toujours été la plus forte, celle qui ne supportait pas les bêtises de quiconque. Elle-même avait divorcé après avoir surpris son premier mari en train de dilapider leurs économies au jeu. « Je suis fier de toi », dit Rachel après que Sophia lui eut tout expliqué. « Je me demandais quand tu allais te réveiller et réaliser que James n'était pas le mari parfait que tu imaginais. »« Tu le savais ?» demanda Sophia. « Je m'en doutais. Il était toujours trop doux, trop charmant, trop doué pour dire exactement ce qu'on voulait entendre. Les hommes comme ça ont généralement des secrets. » Rachel versa du vin et ils s'assirent sur sa véranda, discutant jusqu'au coucher du soleil. Ça lui faisait du bien de dire la vérité à quelqu'un, d'arrêter de faire comme si tout allait bien, d'admettre que son mariage battait de l'aile bien avant qu'elle ne surprenne James en train de la tromper. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux ?» proposa Rachel. « J'ai une chambre d'amis. Honnêtement,
j'apprécierais leur compagnie. Sophia y réfléchit. Retourner dans la maison qu'elle partageait avec James serait synonyme de confrontation, de larmes et de manipulation. Rester avec Rachel lui apporterait sécurité, soutien et espace pour réfléchir clairement à la suite des événements. Juste pour quelques jours, dit Sophia. Le temps que je découvre la suite. Ils entrèrent chercher les affaires de Sophia, mais la voiture de James était déjà garée dans l'allée. Il était assis sur les marches, toujours en tenue de travail, comme un homme dont le monde venait de s'écrouler. Ce qui était évidemment le cas. « Sophia, dit-il en se levant tandis qu'elle s'approchait. Dieu merci, tu es là. Il faut qu'on parle de cette folie. Ces papiers de divorce sont clairement une erreur. » « Ce n'est pas une erreur, James. » dit calmement Sophia en sortant sa valise du coffre de la voiture. « Je sais pour Catherine. » Son visage perdit toute couleur. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu couches avec ta secrétaire depuis des mois. Je sais que tu l'amènes chez nous. Je sais que tu voles de l'argent sur nos comptes pour financer ta liaison. Je sais tout. » James se rassit sur les marches comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. « Depuis combien de temps le sais-tu? » « Assez longtemps pour engager un détective privé et documenter tout ce que tu fais. » Sophia le regarda avec une pointe de pitié, s'il le méritait. « Assez longtemps pour réaliser que notre mariage était terminé depuis longtemps. J'étais juste la dernière à m'en rendre compte. Sophia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Et c'est fini. » Elle le dépassa, entra dans la maison, prépara un sac avec des vêtements et des effets personnels, et revint dehors où James était toujours assis sur les marches, la tête entre les mains. « Je vais rester chez ma sœur pendant que les avocats règlent tout, » dit-elle. « Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de SMS et n'ose même pas te pointer à mon école. Toute communication passe par mon avocat. » En s'éloignant, Sophia regarda dans son rétroviseur et vit James toujours assis là, l'air perdu et confus. L'espace d'un instant, elle faillit le plaindre. Mais elle se souvint alors de la façon dont il avait regardé Catherine dans leur lit, de la facilité avec laquelle il lui avait menti en face pendant des mois, de la façon dont il avait volé l'argent de leur anniversaire pour financer sa trahison. Sa pitié disparut aussi vite qu'elle était apparue. Vivre avec Rachel s'est avéré être exactement ce dont Sophia avait besoin. La maison de sa sœur était calme et paisible, avec une chambre d'amis donnant sur un jardin et une cuisine où elle pouvait boire un café et discuter de tout sauf de James. Rachel travaillait comme infirmière praticienne et avait vu suffisamment de drames relationnels pour donner des conseils pratiques sans jugement. Le plus dur est passé, a dit Rachel au petit-déjeuner vendredi matin. Tu as découvert la vérité, tu as demandé le divorce et tu es sauvé. Tout le reste n'est que paperasse. Elle avoir raison, mais elle pressentait que James ne lui faciliterait pas la tâche. Les hommes comme lui n'acceptaient pas le rejet avec grâce. Ils ripostaient, faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir et tentaient de convaincre tout le monde qu'ils étaient les véritables victimes. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 3 jours. James, sa mère, sa sœur, et même certains de leurs amis communs qui avaient entendu parler du divorce. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, pourquoi elle gâchait un mariage heureux, si elle avait d'abord consulté un thérapeute. Personne n'a demandé si James avait d'abord essayé d'être fidèle. L'inspectrice Park a appelé cet après-midi-là avec son rapport final. « J'ai tout ce qu'il vous faut pour la procédure de divorce », a-t-elle dit. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose qui va au-delà de la liaison. » Sophia l'a rencontré dans un café du centre-ville, loin des regards indiscrets et des visages familiers. L'inspectrice Park étala un dossier de documents qui paraissait plus sérieux que des photos de James et Catherine main dans la main. « En enquêtant sur la vie privée de votre mari, j'ai remarqué des irrégularités dans ses finances, » commença-t-elle. « L'argent qu'il prenait sur vos comptes joints n'était qu'un début. Il a transféré des sommes bien plus importantes sur ses comptes professionnels. » Les documents montraient des virements bancaires, des relevés de cartes de crédit et des notes de frais de l'entreprise de James. Au cours de l'année écoulée, il avait soumis de fausses notes de frais, gonflé ses comptes professionnels et transféré de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il a détourné des fonds de Hartwell et Associates, a expliqué l'inspecteur Park. De petites sommes au début, mais elles ont pris de l'ampleur au fil du temps. J'estime qu'il a volé près de $50,000 à sa propre entreprise. $50,000. Plus que ce que Sophia a gagné en une année entière d'enseignement. Plus que suffisant pour constituer une fraude criminelle grave. Plus que suffisant pour détruire définitivement sa carrière. Sa liaison avec Catherine y était probablement pour quelque chose,
poursuivit l'inspecteur Park. Elle traite les notes de frais et gère les documents financiers. Elle l'avait peut-être aidé à brouiller les pistes, ou peut-être avait-il besoin de sa coopération pour éviter de se faire prendre. Sophia fixait les preuves étalées sur la table. Elle avait cru que James n'était qu'un mari infidèle. Elle n'avait pas réalisé qu'il était aussi un criminel. L'homme avec qui elle était mariée depuis 10 ans, celui à qui elle avait confié leurs finances, leur avenir, leur vie commune, volait de l'argent comme un vulgaire voleur. Et maintenant, demanda-t-elle, ça dépend de ce que l'on veut faire. Vous pourriez transmettre ces informations à son entreprise et les laisser les gérer en interne. Ou vous pourriez les porter à la police et porter plainte. Ou vous pourriez les utiliser comme levier dans vos négociations de divorce. Sophia repensa à James assis sur le perron 3 jours plus tôt, l'air confus et blessé, prétendant que les papiers du divorce étaient une erreur. Il avait été si convaincant dans son choc et sa douleur. Mais pendant tout ce temps, il avait gardé le secret de ses activités criminelles, sachant que leur découverte signifierait non seulement la fin de son mariage, mais aussi celle de sa liberté. « Il faut que j'y réfléchisse », dit-elle en prenant des copies de tous les documents. « C'est plus grave que prévu. » Le soir même, elle appela Suzanne Chin et lui expliqua les nouveaux développements. L'avocat resta silencieux un long moment après avoir entendu parler du détournement de fonds. « Cela change tout », finit par dire Suzanne. « Si James est poursuivi au pénal, il cherchera désespérément à éviter la prison. Cela nous donne un énorme avantage dans le règlement du divorce. Il acceptera presque n'importe quoi pour vous empêcher de le dénoncer. Et si je le dénonce? Il ira en prison, perdra son emploi et ne pourra probablement pas vous verser beaucoup de pensions alimentaires. Parfois, la satisfaction de la justice ne vaut pas le coût financier. » Sophia passa le week-end à réfléchir à ses options. Elle pouvait détruire James complètement, l'envoyer en prison, ruiner sa vie comme il avait ruiné leur mariage. Elle en avait le pouvoir, maintenant. Elle avait les preuves, le soutien juridique et la justification morale. Mais voulait-elle se venger ou continuer sa vie? Dimanche soir, elle a pris sa décision. Elle a appelé Suzanne Chin et lui a expliqué précisément ce qu'elle voulait faire. « Je veux utiliser les preuves de détournement de fonds comme moyen de pression », a-t-elle déclaré. « Je veux que James accepte un accord de divorce généreux, puis qu'il avoue volontairement ses actes à son entreprise et en assume les conséquences. Je ne veux pas être responsable de son emprisonnement, mais je ne veux pas non plus qu'il s'en tire impunément après avoir volé son employeur. »« C'est très intelligent, » dit Suzanne. « Nous pouvons négocier un accord qui protège ton avenir financier tout en garantissant qu'il subisse les conséquences de ses actes. »« Il y a encore une chose, » ajouta Sophia. « Je veux qu'il dise la vérité à Catherine sur les raisons de son divorce. Je veux qu'elle sache qu'il n'est pas la victime innocente qu'il prétend être. » Susan Ritt. « Je pense qu'on peut arranger ça aussi. » Lundi matin, Sophia est retournée au travail plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ses élèves ont remarqué son changement d'humeur, sa facilité à sourire et son air plus détendu en classe. Elle était encore en plein divorce, mais elle n'avait plus peur de la suite. Elle était désormais maîtresse de son histoire. La réunion était prévue pour jeudi après-midi au bureau de Suzanne Chin. James amènerait son avocat, Sophia le sien, et ils tenteraient de négocier un accord qui mettrait fin à leur mariage sans détruire complètement leur vie respective. Du moins, c'est ce que James pensait. Sophia avait d'autres projets. Mardi, elle a reçu un appel de l'associé directeur de Hartwell et Associates. Harold Hartwell, un sexagénaire, avait bâti le cabinet comptable à partir de rien et était fier de sa réputation d'intégrité et de professionnalisme. « Madame Williams, » a-t-il dit d'un ton formel, mais sans amertume. « J'ai cru comprendre que vous divorcez de mon employé James Williams. »« C'est exact, » répondit Sophia prudemment. Elle ne s'attendait pas à ce que le patron de James la contacte directement. « Je comprends également qu'il puisse y avoir des irrégularités dans la conduite professionnelle de James, qui vont au-delà de ses problèmes personnels. » Suzanne Chin était très occupée. Elle avait contacté Harold Hartwell, comme promis, pour lui faire part de graves préoccupations concernant le comportement de James, sur lesquelles l'entreprise devait enquêter. Elle n'avait pas révélé les détails des preuves de détournement de fonds, mais elle avait clairement indiqué que James était confronté à de multiples manquements à l'éthique. « Je pense que c'est un sujet que tu devrais aborder directement avec James, » dit Sophia. « Tout à fait. Mais je voulais que vous sachiez que si James a enfreint la politique de l'entreprise ou s'est livré à des activités illégales, Hartwell et Associates engagera les poursuites judiciaires appropriées,
indépendamment de votre procédure de divorce personnel. Le message était clair, l'entreprise de James allait enquêter sur lui, avec ou sans la coopération de Sophia. Ses activités criminelles avaient été révélées au grand jour et il n'y avait plus moyen de les dissimuler. Mercredi soir, Sophia dîna avec Rachel et discuta de sa stratégie pour le lendemain. Elle était nerveuse mais déterminée. Tout ce qu'elle avait préparé ces 3 dernières semaines était sur le point de se concrétiser. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne » demanda Rachel. Je pouvais m'asseoir dans la salle d'attente pour un soutien moral. « Ça ira » dit Sophia. « Suzanne sait ce qu'elle fait et je sais ce que je veux. C'est James qui devrait s'inquiéter pour demain. » Cette nuit-là, Sophia dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle n'était plus en colère, blessée, ni confuse quant à la suite des événements. Elle était prête à tourner la page et à écrire le suivant. Jeudi matin, elle s'était habillée avec soin pour la réunion. Un tailleur bleu marine lui donnait une allure professionnelle et assurée. Des boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère. Des talons bas pour marcher confortablement. Elle voulait avoir l'air d'une femme qui connaît sa valeur et qui ne se contenterait de rien de moins que ce qu'elle mérite. James était déjà au cabinet quand elle arriva, assis à côté de son avocat, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il avait maigri, ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille et son costume coûteux semblait froissé. En la voyant, il essaya de sourire, mais son sourire ressembla davantage à une grimace. « Bonjour Sophia, dit-il doucement. Tu es magnifique. » Elle hocha poliment la tête, mais ne répondit pas. Il n'y avait rien d'autre à lui dire que ce qu'on pouvait lui dire par l'intermédiaire d'avocats. Suzanne Chin les conduisit dans une salle de conférence et présenta la demande de divorce, les documents financiers et les propositions de règlement. L'avocat de James, un homme à l'air nerveux nommé Robert Kane, tenta immédiatement de prendre le contrôle de la réunion. « Mon client est prêt à proposer un règlement juste et raisonnable, » commença Kane. Étant donné qu'il s'agit d'un divorce sans faute et sans enfant, nous pensons qu'un simple partage des biens à parts égales est approprié. Cela pourrait être raisonnable si votre client n'avait pas commis d'adultère ni de fraude financière, répondit Suzanne d'un ton posé. Mais compte tenu des circonstances, mon client recherche un accord plus substantiel. James semblait perplexe. Fraude financière? De quoi parlez-vous? Suzanne ouvrit un dossier et y étala les preuves rassemblées par l'inspecteur Park. Relevé bancaire, notes de frais, relevé de cartes de crédit et documentation de toutes les transactions non autorisées effectuées par James au cours de l'année écoulée. Nous parlons des 50 000 $ que vous avez détournés de Hartwell et Associates, a déclaré Suzanne. Nous parlons de l'argent que vous avez volé sur vos comptes joints avec votre femme pour financer votre liaison. Nous parlons de multiples accusations criminelles qui pourraient vous envoyer en prison de 5 à 10 ans. Le visage de James perdit ses couleurs. Son avocat semblait avoir reçu un coup de brique. Kane parcourut les documents avec une inquiétude croissante, réalisant que son client lui avait menti sur l'étendue de ses problèmes juridiques. « C'est impossible » balbutia James. « Jamais. Il doit y avoir une erreur. »« Il n'y a pas d'erreur » dit doucement Sophia. C'était la première fois qu'elle parlait depuis son entrée dans la pièce. « Je sais exactement ce que tu as fait, James. Je sais pour Catherine, je sais pour l'argent et je sais pour les mensonges. Tous. » James la fixait comme s'il la voyait pour la première fois. L'épouse discrète et confiante qu'il pensait connaître avait été remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus intelligent et de bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Voici ce qui va se passer. Continua Suzanne. Vous allez accepter les termes de notre accord, qui prévoit de donner à mon client 70% de vos biens communs, la pleine propriété de la maison et une pension alimentaire substantielle. En échange, elle ne portera pas plainte pour l'argent que vous lui avez volé. Et le détournement de fonds? Demanda Kane d'une voix faible. C'est entre votre client et son employeur. Mais je dois mentionner qu'Harold Hartwell a appelé mon client hier. Ils mènent leur propre enquête et je soupçonne qu'ils contacteront bientôt les autorités, quoi qu'il arrive aujourd'hui. James s'est pris la tête. Sophia, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. On peut aller voir un thérapeute, tout recommencer et réparer tout ce qui ne va pas entre nous. Sophia regarda l'homme avec qui elle était mariée depuis 10 ans et ne ressentit que de la pitié. Il ne comprenait toujours pas qu'il ne s'agissait pas de réparer leur relation. Il s'agissait d'y mettre fin en préservant sa dignité et sa sécurité financière. « C'est trop tard pour ça, James, dit-elle. Tu as fait tes choix.
Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Kane chuchota à son client avec urgence pendant plusieurs minutes, tandis que Suzanne et Sophia attendaient patiemment. Les conditions de l'accord étaient généreuses par rapport à ce à quoi James risquait d'être confronté si des poursuites pénales étaient engagées. Il pouvait contester, mais il serait presque certain de perdre, et le coût serait bien plus élevé que l'argent. Finalement, Kane leva les yeux. Nous avons besoin de temps pour réfléchir à ces conditions. Vous avez 24 heures, a dit Suzanne. Après cela, nous porterons plainte et laisserons le tribunal trancher. Alors qu'ils rassemblaient leurs papiers et se préparaient à partir, James tenta une dernière fois de joindre sa femme. Sophia, attends. S'il te plaît, on pourrait juste parler, 5 minutes en tête-à-tête, juste toi et moi, comme avant. Elle s'arrêta à la porte et le regarda. On n'est plus comme avant, James. C'était du cinéma. Tu as fait semblant d'être fidèle, tu as fait semblant d'être honnête, et j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Mais j'en ai fini avec les mensonges. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Mais tu as laissé faire. Encore et encore. Tu as choisi Catherine plutôt que moi, tu as choisi le mensonge plutôt que l'honnêteté, tu as choisi le vol plutôt que le travail. C'était tes décisions, et maintenant tu dois vivre avec. Elle quitta la salle de conférence sans se retourner, laissant James face à la réalité du coût de ses choix. James accepta les termes de l'accord le lendemain matin. Son avocat a appelé Suzanne Chin à 8 heures du matin pour confirmer qu'il signerait tous les papiers et ne contesterait aucune des conditions du divorce. En échange, Sophia ne porterait pas plainte pour l'argent qu'il avait volé sur leur compte joint. Mais cela ne le protégeait pas de son employeur. Harold Hartwell a appelé Sophia l'après-midi même. Madame Williams, je voulais vous informer que notre enquête interne sur les activités de James était terminée. Nous avons découvert des preuves de détournement de fonds substantiels et allons le licencier immédiatement. Nous transmettons également nos conclusions au bureau du procureur. Je comprends, a dit Sophia. C'est à vous de décider. C'est vrai. Mais je voulais aussi vous remercier d'avoir attiré notre attention sur ce point. James nous vole depuis plus d'1 an, et nous n'aurions peut-être jamais découvert cela sans vos informations. Après avoir raccroché, Sophia ressentit un étrange mélange d'émotions. Soulagement que le divorce se déroule sans heurts. Satisfaction que James assume les conséquences de ses crimes. Mais aussi la tristesse que leurs 10 ans de mariage se soient terminés par des enquêtes criminelles et des poursuites judiciaires au lieu de l'amour et du respect qu'ils partageaient autrefois. Ce soir-là, Rachel la trouva assise dans le jardin, le regard perdu dans le vide. « Comment vas-tu » demanda sa sœur en s'installant dans le fauteuil à côté d'elle. « Libre » dit Sophia après un moment. « Je me sens libre pour la première fois depuis des années. Je ne réalisais pas l'énergie que je dépensais à essayer d'être l'épouse parfaite pour quelqu'un qui n'accordait aucune valeur à ce que je lui offrais. Et maintenant, je peux enfin découvrir qui je suis quand je n'essaie pas de plaire à James. Je peux prendre des décisions en fonction de mes envies plutôt que de ce qui préservera la paix. Je peux vivre ma propre vie au lieu d'être un personnage secondaire dans la sienne. » La semaine suivante s'est écoulée à toute vitesse, dans un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de derniers préparatifs. James a quitté leur maison pour un petit appartement à l'autre bout de la ville. Il avait laissé la plupart de ses affaires derrière lui, soit parce qu'il n'avait pas les moyens de les déménager, soit parce qu'il voulait faire un geste pour montrer à quel point les choses matérielles comptaient peu pour lui. Sophia ne se souciait plus de ses gestes. Elle avait emballé ses affaires restantes et les avait fait livrer à sa nouvelle adresse. Elle changea les serrures, repeignit la chambre de la couleur qu'elle avait toujours voulu et réorganisa les meubles selon ses goûts. La maison semblait différente sans lui. Plus lumineuse, plus paisible, plus comme à la maison. 2 semaines après la signature des papiers du divorce, Sophia a reçu un appel téléphonique inattendu. C'était Catherine. « Madame Williams ? Voici Catherine Walsh. J'ai travaillé avec James. Je travaillais avec lui. » Sophia se demandait si Catherine avait été licenciée aussi, ou si elle avait démissionné quand le scandale a éclaté. « Que puis-je faire pour toi, Catherine ? Je voulais m'excuser. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose venant de moi, mais je voulais que tu saches que je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis désolé pour ma part. » Sophia Mbisachea de raccrocher. Elle n'avait aucune obligation d'écouter la maîtresse de son mari s'expliquer, mais la curiosité l'emporta sur la colère. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant ? » « Parce que James m'a menti aussi, » dit Catherine à voix basse. « Il m'a dit que vous étiez séparés, que vous envisagiez de divorcer de toute façon,
qu'il attendait juste le bon moment pour officialiser la chose. Il a dit que vous vous étiez éloignés et que vous n'étiez plus heureux ensemble. Et tu l'as cru. Je voulais le croire. Je savais que c'était mal de s'engager avec un homme marié, mais il donnait l'impression que le mariage était déjà terminé. Il disait que tu te contentais de faire semblant en attendant qu'il trouve comment te dire qu'il voulait partir. Sophia failed at Ryer. Même dans sa liaison, James avait menti. Il avait convaincu sa maîtresse qu'il était la victime d'un mariage malheureux plutôt que l'artisan de sa destruction. T'a-t-il parlé de l'argent qu'il volait? Demanda Sophia. Quel argent? Il a détourné 50 000 $ de votre entreprise. Il s'en est servi pour payer vos rendez-vous, vos chambres d'hôtel, vos bijoux. Tout ce qu'il vous a donné a été acheté avec de l'argent volé. Catherine resta silencieuse si longtemps que Sophia crut avoir raccroché. Je ne sais pas, finit-elle par murmurer. Il m'a dit qu'il économisait depuis des mois pour pouvoir m'offrir de belles choses. Il a dit qu'il voulait me montrer combien je comptais pour lui. Il t'a bien montré. Il t'a montré qu'il était prêt à voler, à mentir et à détruire son mariage pour obtenir ce qu'il voulait. La question est, qu'est-ce que cela vous révèle sur le genre d'homme qu'il est vraiment? Encore un long silence. Puis, hier, j'ai rompu avec lui. Quand j'ai découvert le détournement de fonds, quand j'ai compris qu'il nous avait menti à tous les deux, j'ai su que je ne pouvais plus lui faire confiance. C'était intelligent, Madame Williams. Pour ce que ça vaut, il semblait vraiment vous aimer. Il parlait tout le temps de vous, de combien vous étiez gentille avec lui, de tout ce que vous aviez construit ensemble. Je crois qu'il s'est convaincu qu'il pouvait nous avoir tous les deux sans blesser personne. Mais il a blessé quelqu'un, a dit Sophia. Il m'a blessé, il t'a blessé, il a blessé son employeur, et final. Il s'est blessé qui arrive quand les gens préfèrent le mensonge à la vérité. Après que Catherine eut raccroché, Sophia, assise dans sa maison tranquille, songea au pardon. Ne pardonnant pas à James, elle n'était pas prête et ne le serait peut-être jamais. Mais elle se pardonnait les années passées à ignorer les signes avant-coureurs d'un problème. Elle s'était contentée de moins que ce qu'elle méritait, par peur d'être seule. Elle n'avait plus peur d'être seule. Elle avait peur de perdre encore du temps avec des gens qui ne l'appréciaient pas à sa juste valeur. La sonnette de la porte d'entrée interrompit ses pensées. Par la fenêtre, elle aperçut un camion de livraison et un homme tenant un gros bouquet de roses. Des roses rouges. Exactement comme celles que James lui offrait. Sophia ouvrit la porte et accepta les fleurs, le cœur serré. La carte était exactement ce qu'elle attendait. Sophia, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère que tu me donneras une chance de le mériter. Je t'aime et je suis prêt à tout pour te reconquérir. James. Elle porta les roses à la cuisine, les sortit du vase et les jeta directement dans le broyeur à déchets. Puis elle alluma l'interrupteur et écouta le bruit du dernier geste de James réduit à néant. Certaines choses étaient trop brisées pour être réparées. Une confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais être reconstruite. Un amour, une fois trahi, était parti à jamais. Mais ce n'était pas grave. Car Sophia découvrait que la fin d'une histoire pouvait être le début de quelque chose de bien meilleur. 6 mois plus tard, Sophia se tenait sur le seuil de sa nouvelle entreprise, contemplant la rue animée au-delà. Le centre d'apprentissage de Sophia, pouvait-on lire sur l'enseigne au-dessus de la porte, peinte en lettres bleues et jaunes joyeuses. C'était un centre de soutien scolaire et de préparation aux examens qu'elle avait ouvert grâce à une partie de son divorce, et le succès était déjà au-delà de ses espérances. Travailler avec des élèves individuellement plutôt que de gérer une classe de 30 avait ravivé sa passion pour l'enseignement. Elle pouvait se concentrer sur les besoins individuels de chaque enfant, célébrer leurs victoires et les aider à surmonter leurs difficultés à leur rythme. Des parents venaient de 3 villes différentes pour amener leurs enfants à son centre, et sa liste d'attente s'allongeait de semaine en semaine. Toc toc, cria une voix familière derrière elle. Sophia se retourna et vit l'inspectrice Lisa Park debout dans l'entrée, 2 tasses de café à la main et un grand sourire. J'étais dans le quartier et je me suis dit que tu aimerais peut-être avoir des nouvelles de James, dit Lisa en lui tendant une tasse. Elles étaient devenues des amies inattendues ces derniers mois. Lisa avait vu Sophia au plus mal, brisée, trahie et désespérée de connaître la vérité, et l'avait vue se reconstruire et devenir plus forte. Elle prenait soin de passer lui rendre visite toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre de ses nouvelles. Il a été condamné à 2 ans de prison, a rapporté Lisa. S'il se comporte bien, il sera probablement condamné à 18 mois de prison. Le juge a déclaré que détourner des fonds de son employeur tout en entretenant une liaison avec une subordonnée témoignait d'un manque de jugement systématique méritant de graves conséquences. Sophia hocha la tête, pensive. Elle attendait cette nouvelle depuis des mois, depuis que James avait plaidé coupable pour éviter un procès plus long. Elle n'éprouvait aucune satisfaction face à sa punition, mais aucune compassion non plus.
Il avait fait ses choix et il en subissait désormais les conséquences. Qu'en penses-tu? Demanda Lisa. Reconnaissante que ce soit enfin terminé, répondit Sophia avec sincérité. Pendant un temps, j'ai cru que je devrais m'occuper de James et de ses problèmes juridiques pendant des années. Maintenant, je peux tourner la page et me concentrer sur mon avenir. En parlant de ton avenir, Lisa haussa un sourcil et fit un geste vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue, un homme fermait sa librairie après une journée apparemment bien remplie. Grand et mince, il avait les cheveux grisonnants et le regard bienveillant. Il portait un cardigan qui avait définitivement connu des jours meilleurs. Lorsqu'il remarqua Sophia qui l'observait, il sourit et lui fit un signe de la main. Sophia lui fit un signe de la main, sentant un petit pincement familier dans son estomac. « Marcus est gentil », dit Lisa innocemment. « Il s'appelle Marcus ?» demanda Sophia. Elle l'appelait, lui, le libraire qu'elle avait en tête depuis un mois. Marcus Chen. Le cousin de Suzanne, en fait. Il a déménagé de San Francisco il y a 6 mois pour ouvrir sa librairie. Il est divorcé, sans enfant, adore lire, d'après Suzanne, il prend de tes nouvelles. Sophia sentit ses joues chauffer. Elle avait aussi remarqué Marcus, échanger des salutations polies lorsqu'ils se croisaient au café, et même parcouru sa librairie à plusieurs reprises alors qu'elle était sûre qu'il n'était pas là. Mais elle n'était pas prête à envisager de sortir avec quelqu'un. Elle n'était pas sûre d'être prête maintenant. « C'est trop tôt », dit-elle machinalement. « Vraiment? Vous êtes divorcés depuis des mois. Vous avez bâti une entreprise prospère, acheté votre propre maison et découvert qui vous êtes sans être marié à James. À quel point faut-il être encore plus près? » Ce soir-là, Sophia traversa la rue pour se rendre à la librairie au moment même où Marcus changeait l'affichage. Par la fenêtre, elle le vit ranger les étagères et ranger la caisse. Elle frappa doucement à la porte vitrée. Marcus leva les yeux, parut surpris de la voir, puis ouvrit rapidement la porte avec un sourire qui lui donna l'impression d'avoir à nouveau 20 ans. « Salut », dit-il simplement. « Salut. Je me demandais si tu aimerais aller prendre un café un de ces jours. Il y a un nouveau café qui a ouvert en centre-ville, et j'ai entendu dire qu'ils avaient d'excellentes pâtisseries. J'adorerais, dit aussitôt Marcus. Tu es libre samedi matin? Je suis libre samedi matin. Ils restèrent là, souriant un instant, comme des adolescents qui venaient de découvrir qu'ils s'aimaient bien. Puis-je te demander quelque chose? Demanda soudain Marcus. Bien sûr. Ma cousine Suzanne m'a dit que tu avais récemment traversé un divorce difficile. Je veux que tu saches que je ne recherche pas de relations temporaires ou occasionnelles. J'ai 43 ans, j'ai moi-même vécu des chagrins d'amour et je cherche quelqu'un avec qui construire une vraie vie. Si ce n'est pas ce que vous recherchez, je comprends parfaitement, mais je voulais être honnête sur mes origines. Sophia regarda cet homme gentil et direct qui venait de lui avouer ses intentions sans la laisser deviner. Qui lui offrait l'honnêteté plutôt que le charme, la franchise plutôt que la manipulation, la clarté plutôt que la confusion. C'est exactement ce que je recherche aussi, dit-elle. 3 mois plus tard, Sophia fermait le centre d'apprentissage un vendredi soir lorsque son téléphone sonna. L'afficheur affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais l'indicatif régional correspondait à la prison où James purgeait sa peine. Elle a failli ne pas répondre. « Bonjour Sophia. » La voix de James était différente. Plus faible, d'une certaine manière. Moins assurée que dans ses souvenirs. « Bonjour James. Je n'étais pas sûre que tu répondrais à mon appel. J'ai failli ne pas le faire. » Il y a eu un long silence. Puis, j'ai voulu te dire que je suis désolée. Vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Je sais que ça ne change rien, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant tout ce que j'ai gâché. Sophia regarda par la fenêtre de son centre d'apprentissage, où elle vit Marcus l'attendre dans sa voiture. Ils allaient dîner, puis assister à une lecture en librairie d'un de ses auteurs préférés. Des projets simples avec un homme bien qui la traitait comme si elle comptait. « J'accepte tes excuses, dit-elle. J'espère que tu sauras faire de meilleurs choix à ta sortie. » Sophia, estu heureuse? Elle pensait à son entreprise, à son indépendance, à l'amitié de sa sœur, à sa relation grandissante avec Marcus. Elle pensait à se réveiller chaque matin enthousiaste à l'idée de la journée à venir plutôt qu'à redouter l'humeur de James. Elle pensait à prendre des décisions en fonction de ses envies plutôt que de ce qui préserverait la paix. « Oui, dit-elle. Je suis très heureuse. Je suis ravie. Tu mérites d'être heureuse. » Après avoir raccroché, Sophia ferma la porte du centre d'apprentissage et se dirigea vers la voiture de Marcus. Il sortit pour lui ouvrir la portière, comme il le faisait à chaque fois qu'ils allaient quelque part ensemble, et l'embrassa tendrement sur la joue. « Bonjour », demanda-t-il. « Très bonne journée. »« Et toi ? Je vais mieux maintenant que je suis avec toi. » Alors qu'il se dirigeait vers le restaurant, Sophia songea à la différence entre la simple honnêteté de Marcus et le charme raffiné de James. Marcus disait ce qu'il pensait et pensait ce qu'il disait. Il était là comme il l'avait promis. Il était exactement celui qu'il semblait être,
sans arrière-pensée ni vie secrète. C'était la chose la plus romantique qu'elle ait jamais vécue. 6 mois plus tard, Marcus la demanda en mariage à la librairie, après les heures d'ouverture, entouré de toutes les histoires qu'ils s'étaient recommandées, de tous les livres qu'ils avaient lus ensemble, de tous les rêves d'avenir qu'ils avaient partagés. Ce n'était ni un geste grandiose ni une surprise élaborée. C'était simplement un homme bon qui demandait à une femme qu'il aimait de construire une vie avec lui. Sophia accepta sans hésiter. Leur mariage fut modeste et simple, célébré dans le jardin de Rachel, en présence de leurs proches. Sophia portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, dans une couleur qu'elle adorait, à un moment qui convenait à tous ceux qui comptaient pour elle. Il n'y avait ni mensonge, ni secret, ni intention cachée. Juste 2 personnes qui avaient appris à leurs dépens ce dont elles avaient besoin en amour et qui l'avaient trouvé l'une en l'autre. Tandis qu'ils dansaient sur leur première chanson en tant que mari et femme, Sophia repensa au voyage en Italie qui avait tout déclenché. Elle l'avait prévu comme une surprise pour un homme qui ne la méritait pas, et c'était devenu le premier pas vers une vie meilleure que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Parfois, les meilleures surprises sont celles que l'on se fait soi-même.